Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout un plaisir de vous retrouver sur votre émission 100% Bénin. Comparution de Laurent Metognon est co-accusé dans l'affaire CNSS ou, pour être plus complet, dans l'affaire de placement hasardeux de 17 milliards de francs CFA des fonds de la CNSS à la BBE contre une commission occulte de 11 millions de francs CFA annoncés pour le 19 décembre comme le procès de tous les enjeux. Elle n'aura cette comparution duré que le temps d'un éclair. Le procès, à peine ouvert, a aussitôt été renvoyé au 30 janvier. Le temps, dit-on, de consulter la Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité de la procédure soulevée par la défense. Un couteau à double tranchant relève cette juriste, un gros piège qui vient ainsi de se refermer sur les mises en cause, soulignent d'autres. Affaire CNSS et report du procès, le sort de Metognon est co-accusé définitivement scellé. Tel est, mesdames, messieurs, le terme venu de votre émission débat du jour. Mais avant, notre traditionnel point de l'actualité vu par les journaux, la revue de presse. Affaire Metognon, opérateur GSM Glo, voilà entre autres sujets relayés par les canards non parvenus ce matin. Ce sera sans doute la substance de la collecte de Kodjovia Metognon déjà installée sur ce plateau. Kodjovia Metognon, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également nos amis qui nous suivent. Alors, est-ce que je me suis un peu trompé de sujet ou c'est ça le plat de résistance? Sur l'affaire Metognon, le procès qui a été reporté et en même temps l'ARCEP qui somme Glo du parti d'ici peu et donc les abonnés qui sont invités à consommer leurs unités au plus tard dans 30 jours. Kodjovia Metognon, pas drôle ces sujets, je vous laisse pour le développement. Merci donc à vous Joël Todi. On démarre avec le quotidien Actu Express qui affiche un gros titre procès politique de Metognon et compagnie. Pourquoi le juge Rodolphe Azos s'accroche-t-il? Vous avez beaucoup d'autres préoccupations abordées par le quotidien à la une, donc dans ces colonnes. Vous avez le journal La Dépêche qui s'en préoccupe également. Renvoi du procès Metognon et consort au 30 janvier de l'année prochaine. Seule la justice va triompher. Et puis le journal La Nouvelle Tribune en parle également. Ouverture du procès dans le dossier CNSS, écrit donc le quotidien. L'audience reportée au 30 janvier 2018 pour exception d'inconstitutionnalité. Vous avez Toboula provoque le FSP, la police arrête cette personne et beaucoup d'autres développements à la une donc dans ce journal. Et puis, secteur de GSM au Bénin, l'ARCEP met fin au service de Glo Bénin. Et puis l'Afrique en marche, procès dans l'affaire BIBE CNSS. Les inculpés ont boudé le juge Azor. Le procès a été reporté pour le 30 janvier 2018. Plusieurs blessés et arrestations. Et puis fronde sociale, la CSTB passe désormais à la grève générale. L'Audace Info va au-delà donc de ces informations et fait constater qu'au niveau du 3e congrès de l'Association internationale de la presse sportive au Kenya, Félix Sondé Pépéry a été une compétence recherchée puisque l'homme a été reconduit au poste de trésorier général. Le quotidien Matin Libre, actualité nationale, ceux qui ont fait 2017, vous avez la photo des uns et des autres à la une donc du journal. Et puis point média Joël Todi pour finir, affaire CNSS, affrontement entre la police et la population, une arrestation et des blessés, l'audience reportée au 30 janvier prochain. Le FSP crie son indignation et appelle à la mobilisation. Et puis retrait d'agrément à Glo Bénin, bien quel crédit donc pour les décisions d'une ARCEP illégale, Joël Todi. Merci Kodjovia Metognon. J'ai envie de faire un arrêt sur le second sujet, dire que le premier sera amplement débattu tout à l'heure. Alors je parle de la situation des abonnés Glo. J'ai cru comprendre que la liste des chômeurs s'allonge au Bénin parce qu'il y aura beaucoup de jeunes qui seront une fois encore mis sur le carreau. Oui, mais c'est légitime, mais votre préoccupation dans la mesure où aujourd'hui retirer l'agrément à Glo, c'est vrai que son agrément arrive à expiration, donc les instances, beaucoup plus l'ARCEP, ne comptent plus renouveler, cela est mieux. Somme, l'opérateur a plié donc bagage, c'est vrai, ça va créer beaucoup d'autres chômeurs, mais en réalité, c'est la question beaucoup plus de la forme qui se pose ici, puisque l'instance qui prend la décision, au même titre que la préoccupation du journal ici, n'est pas constitutionnellement reconnue.
Je veux parler de l'ARCEP. Alors, à partir de cet instant, à cette décision de la Cour rendue donc en février qui dit qu'il y a des membres de cette autorité qui ne sont constitutionnellement pas légitimes. À partir de cet instant, quelle est la crédibilité donc des décisions issues d'une telle instance? Mieux, aujourd'hui, même si on estime dans une certaine mesure que la décision aujourd'hui arrange le gouvernement, puisque oui, on ne désire plus celui-là, tout comme Bébécom, figurez-vous que cette même ARCEP, lorsqu'elle va autoriser un autre opérateur GSM à opérer sur le marché de la téléphonie mobile au Bénin, elle peut être contestée. Et donc, à partir de cet instant... Qui? Si c'est pour l'État... Vous pensez que renvoyer aujourd'hui un opérateur économique, alors que vous n'êtes pas constitutionnellement en place, donc vous êtes illégitime, et que vous prenez des décisions de cette nature-là, vous pensez que le Bénin est à l'abri des procès? Ah non, mais on peut intenter des procès contre l'État béninois. Et donc, c'est nous contribuables, vous contribuables, et ces jeunes employés aujourd'hui qui bientôt retrouveront le banc des chômeurs qui vont payer les frais si entre-temps il arrivait que l'État soit condamné, puisque d'ores et déjà, vous êtes une instance illégale et vous prenez des décisions à l'encontre des gens. Je ne crois pas que l'on puisse aller par deux chemins pour trancher. Bien que ce bureau en soit travaillé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis, ils ont pris un certain nombre de décisions. Oui, mais c'est ce qui préoccupe beaucoup de citoyens. C'est la preuve que, effectivement, c'est la preuve qu'effectivement, le gouvernement fait fi des décisions de la haute instance, alors qu'il est prévu et disposé, au niveau de la loi fondamentale, je veux parler de la Constitution béninoise, que les décisions de la Cour sont sans recours et donc s'imposent aussi bien aux acteurs politiques qu'à qui que ce soit où cela s'adresse. Mais malheureusement, on note en dehors de cette décision de l'ARCEP, il y a beaucoup d'autres décisions rendues par la Cour, mais qui jusque-là peinent à trouver application, en tout cas l'oreille attentive au niveau de l'exécutif. Au niveau de Globéné, il paraît qu'ils n'ont pas encore reçu la sommation ferme. En tout cas, c'est une décision qui date depuis décembre. On veut croire que 18 décembre, donc on attend. Ça a été l'issue du promoteur ou responsable de MTN Bénin, qui pourrait y avoir des solutions intermédiaires, pourquoi pas, entre les autorités de l'ARCEP et celles de Glo. Je crois que c'est quand même une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que l'ARCEP somme Glo dans donc les carottes sont cuites, de toutes les façons, on attend de voir, On attend de voir, oui, les Anglais disent « just wait and see ». Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet instant de revue des journaux à nous parvenus. Ce sera donc tout. On se dit à demain pour un autre exercice, et ce sera toujours en compagnie de Kodjovi Ametonou. Kodjovi, merci d'avoir été des nôtres encore. C'est plutôt moi qui vous remercie. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout un plaisir de vous retrouver sur votre émission de débat 100% Bénin. Comparution de Laurent Metognon et co-accusé dans l'affaire CNSS, ou pour être plus complet, dans l'affaire de placement hasardeux de 17 milliards de francs CFA des fonds de la CNSS à la BBE contre une commission occulte de 111 millions de francs CFA annoncés pour le 19 décembre. Comme le procès de tous les enjeux, elle aura cette comparution duré que le temps d'un éclair. Le procès à peine ouvert a aussitôt été renvoyé au 30 janvier. Le temps, dit-on, de consulter la Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité de la procédure soulevée par la défense. Un couteau à double tranchant relève cette juriste, un gros piège qui vient ainsi de se refermer sur les mises en cause, soulignent d'autres. Affaire CNSS, report du procès, le sort de Metognon et co-accusé définitivement scellé. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat du jour. Sur le plateau, deux invités. Il est Kofi-Dia, juriste, il est analyste politique. Il est Kofi-Dia, bonjour. Bonjour Joël. Et ce matin, ça va très bien. Merci pour la disponibilité. En face de vous, Marcel Zoumenou, journaliste, il est le directeur de publication. Alors, le rédacteur en chef, je lui porte un gros chapeau. Ça va venir, Marcel Zoumenou. Vous savez, la fin de l'année, c'est aussi des vœux pour la nouvelle. Moi, une formule comme ça, la mienne, le DP pourra vous placer sa place. Pour d'autres échelons, oui. Il est le rédacteur en chef, Marcel Zoumenou, de la Nouvelle Tribune, le béninois d'information. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Beaucoup de plaisir de vous savoir toujours disponible pour nous accompagner pour les instants débat. C'est moi. Encore un mois plein pour Laurent Metognon et ses co-accusés dans l'affaire CNSS. Ce n'est certes pas encore le verdict dans cette affaire.
à l'issue du procès du 19 décembre, mais c'était comme si. Le procès, à peine ouvert, il a été renvoyé au 30 janvier, le temps, dit-on, d'un arbitrage du juge constitutionnel. Marcel Zounenou, c'est un dossier que la Nouvelle Tribune suit de très près. Et ce qui s'est passé le 19 décembre, qu'est-ce qu'on peut en dire fondamentalement par rapport à ce qui a motivé ce report? Non, ce qui a motivé ce report, c'est, comme nous l'avons titré aujourd'hui, c'est le recours en inconstitutionnalité soulevé par les avocats de la défense contre le juge Rodolphe Azo. Et vous savez qu'il y a eu, la semaine dernière, je crois, une première lettre des accusés eux-mêmes qui demandent au juge de se déporter. Après cette lettre, il y a une autre lettre des avocats de la défense envoyée au procureur qui demande au juge, qui demande la récusation du juge. Et donc, normalement, ce que souhaite la défense, c'est que ce dossier soit confié à un collège de juges pour en parler, parce que, comme ils l'ont dit dans leur lettre, le juge Azo ne les rassure pas sur son impartialité. Et ils ont soulevé dans leur lettre que ce juge a trop d'acquaintance avec le pouvoir actuel et donc qui ne donne pas de gage d'impartialité, de gage d'assurance pour rendre une décision en toute liberté. Et donc ils ont donné la récusation du juge. Mais hier, curieusement, le juge s'est entêté, c'est pourquoi dans nos journaux on parlait d'un juge têtu. Le juge s'est entêté et a voulu faire un passage en force. N'eût été la vigilance des avocats, et je remercie au passage Maître Baparapé qui a montré qu'il avait de couilles, parce que le juge avait voulu installer la terreur et voulait passer en force. Pourquoi vous le remerciez? Oui, parce que c'est lui qui a lancé une sorte de contradiction, de sédition contre ce juge, parce qu'il était venu pour continuer son procès normalement, tout comme s'il n'y avait aucune lettre qui le recusait, tout comme s'il n'y avait aucune lettre qui demandait sa déportation. Et donc, l'avocat l'a dit, mais il y a quand même un truc que vous devez regarder, vous ne pouvez pas continuer ce procès. Et l'accusé maintenant aussi est revenu à la charge pour dire, vous ne pouvez pas continuer. Nous, en tout cas, nous, on n'est pas d'accord pour que vous puissiez arbitrer ce procès-là. Et donc, ça l'a amené à d'abord suspendre et de revenir après pour ajourner le procès pour le 30 janvier. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà un peu ce qui s'est passé dans l'enceinte, mais en dehors de l'enceinte, il s'est passé bien de choses dont on parlera sans doute. Et les Kofidja, beaucoup ont été surpris, comme la Nouvelle Tribune l'a relayé dans sa parution du jour, que le juge Azo, quoique récusé, se soit présenté comme si de rien n'était. Il a ouvert la séance et devrait présider la séance normalement. Et ça a été des réactions aussi bien des mises en cause que des avocats, ce qui a finalement donné le résultat auquel on a abouti. Est-ce qu'il avait déjà mal fait, le juriste là, qui apporte son regard? Est-ce qu'il avait vraiment mal fait en se présentant de la façon dont il s'est présenté? On lui a adressé un courrier. Il peut aussi ne pas avoir reçu le courrier, c'est vrai, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Il y a le président de la Cour qui doit avoir aussi copie de ce courrier. En tout cas, le juge Azo, dans le feu de l'action, on l'a vu, pour vraiment rendre le travail comme cela se doit. Mais malheureusement, les choses sont passées autrement. Je suis surpris, estomaqué par la réaction du juge qui, pour ma part, connaît le droit. Justitia est voluntas sum quique tribuere. La justice est volonté de faire droit à chacun. Et lorsqu'on a choisi de faire le droit à chacun, on doit rester fondamentalement impartial. Il est du droit alors de l'accusé de récuser le juge. L'accusé ne veut pas de vous parce qu'il a des soupçons avérés par rapport à votre partialité. Et par conséquent, je ne sais pas pourquoi le juge s'entête à présider un tel dossier. Cela justifie la théorie des juges politisés, la théorie des juges qui sont au service du gouvernement. Et là, Kofidia, vous suivez aussi très bien ce dossier. Je vais être un peu plus précis dans le second point de ma question. Est-ce qu'on a la certitude que le président de la Cour a eu copie de la lettre?
Parce que quand on se réfère toujours au test, celui qui doit plutôt l'informer directement, c'est le président de la Cour du tribunal ou le président de la Cour suprême. Il peut ne pas avoir copie de la demande. Mais il doit être saisi. Il peut ne pas avoir, ça veut dire qu'il a eu. C'est une double négation. Il peut ne pas avoir, il a eu copie. On n'a pas à rechercher si il a eu. Il a choisi de faire le saut par rapport à la demande des accusés, ce qui est extrêmement grave dans une république qui se veut un état de droit. Et la plume est serre, mais la parole est libre. Même si son indépendance est plus ou moins relative, ou même s'il n'est pas indépendant, cette façon de faire nous amène à perdre confiance en la justice. Et si on peut déjà faire ça à des syndicalistes ou à des personnalités de ce pays, quel serait le sort réservé à vous et moi, M. Joël? Est-ce que vous n'allez pas à vous et moi, M. Joël? Non, mais ce que dit le journaliste est extrêmement grave. On ne peut pas s'entêter de conduire un dossier alors qu'au préalable, les accusés ont vite fait de dire « nous ne te voulons pas simplement parce que, par le passé, tu as eu à prononcer des décisions qui ne sont pas impartiales. » On est tous témoins de l'affaire PPA 2. Comment peut-on voler des partenaires étrangers et que le juge puisse déclarer de motu proprio le non-lieu? Non, tout le monde sait ce que veut dire un non-lieu. C'est une décision antérieure qu'il a rattrapée et les accusés, les prévenus sont dans leurs droits et on attend la décision de la Cour constitutionnelle pour que le droit soit dit. Oui. Mais si c'est ça qui a motivé leur envoi d'un mois, c'est méchant de leur part. C'est méchant. Est-ce qu'il y a un problème à ça dans le renvoi? Il y a un problème à ça dans le renvoi. Dans le renvoi. C'est trop loin. Le délai, bon... vous n'êtes pas sans savoir. Bon, vous ne me voulez pas. Non, c'est votre maison. C'est votre maison. On dit non, vous ne me voulez pas. Donc, je peux prolonger le renvoi et vous empêcher de fêter. Point barre. Pourquoi pas 2 jours, 3 jours? Pourquoi pas le 28, le 29? Cette conclusion, beaucoup l'ont fait, mais je me suis dit qu'on peut comprendre le citoyen lambda, c'est de la méchanceté. Mais qui ne maîtrise pas le fonctionnement de la maison de justice. Mais moi, vous savez qu'il y a tout de dossiers devant la maison de justice. La rage est devenue juridique. Je vous ai déjà dit ça. On n'est plus à la ruse et la rage politique. Mais la ruse et la rage est devenue juridique. On se sait. Vous pensez que c'est fait à dessein? Pourquoi un mois? Pourquoi un mois? Dans ce report, un mois, c'est vrai. N'importe qui se met à la place de Laurent Métognon peut s'en offusquer. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a bien de dossiers pendant aujourd'hui? Il y en a qui sont très médiatisés, d'autres non. Mais c'est chaque jour que les gens défilent devant la BEF, que les gens se retrouvent en prison. Et il y a des dossiers qui existent avant le cas Métognon. Est-ce que ceci ne peut pas, comme on le dit vulgairement, expliquer ce report, même si la date paraît un peu lointaine? Très lointaine parce que si on fait le calcul bien fait, ça fait 40 jours d'espacement. Et quand vous gardez quelqu'un dont les soupçons ne sont pas jusque-là avérés pendant 40 jours, et vous renvoyez le dossier et on n'est pas sûr que le 30, le dossier sera mis en délibéré et que la sentence va tomber. Pendant 40 jours, à cette période sensible où il doit rester auprès de ses parents, n'importe qui vous dira que c'est méchant. Et moi-même, je me mets à la place de n'importe qui et je dis que c'est méchant. C'est fait exprès parce que, même si on suppose que ils ont besoin de la décision de la Cour constitutionnelle qui va forcément dire si le juge peut continuer ou non, je trouve que 40 jours, c'est quand même trop. C'est quand même trop pour faire chose. Et tout ça explique la manière dont le dossier est conduit, explique et puis renforce ceux qui pensent que c'est un dossier politique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans un procès qui est en flagrant délit, la décision devait être reportée au plus. Et je dis la décision, je dis l'audience devait être au plus dans les 72 heures. Et voilà, on nous a amené à la date du 19 décembre, et puis finalement, on nous amène au 30 janvier. Donc, regardez un peu le temps que ça court depuis que ce procès a commencé. On est parti pour aller de région en région, et c'est fait exprès pour psychologiquement abattre Laurent Métognon, même si à la fin du procès, il était acquitté, il était relâché. Au moins, on aurait pris le temps de le retenir pendant 1 mois, 2 mois,
et 3 mois peut-être en prison. Psychologiquement, ça là-bas. Et puis psychologiquement aussi, ça peut amener beaucoup de citoyens à croire que réellement, il est fautif. Parce que tout ce qui se fait se passe à Cotonou, les gens ne maîtrisent pas les rouages et les mécanismes de la justice. Une fois que tu es arrêté, ça entre dans la tête des gens que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal. Dans les villages et dans les rameaux du Bénin, très peu de gens comprendront que réellement à la fin, il n'en est pour rien et qu'il avait été arrêté justement. Donc c'est Et vous semblez aussi dire que le bout du tunnel n'est pas forcément pour le 30 janvier. Et qu'est-ce que vous faites dans cette hypothèse? Et oui, parce que si, je suppose que si le juge Azo devait continuer à conduire ce procès, il ira de report à report. Ça, c'est une évidence. Il ira de report en report, ça, c'est évident. Il est dans sa logique. Il faut comprendre la logique qu'il a adoptée dès le début. Maintenant, si c'est un nouveau juge ou bien un collège de juges, il faut que ce collège ne peut pas prendre connaissance du dossier et juger en même temps le 30. Je trouve que c'est un peu trop prématuré que la sentence puisse tomber le 30 janvier. Et donc le séjour carcéral pourrait être plus long. Oui, c'est l'objectif, c'est le plan qui est conçu. Et le plan, malheureusement... Et là, Kofidja, oui, la Cour aura à se prononcer, mais là encore, des juristes de Oran affirment que tout peut arriver. Et la Cour peut décider que Azo poursuive le travail comme si de rien n'est, comme, oui, la doléance des mises en cause peut être assouvie. Dans un premier schéma, à quoi pourrait-on assister? Non, la récusation répond à un certain nombre de conditions. Et si ces conditions indispensables sont réunies, je ne vois pas... Aujourd'hui, ce qui a évoqué, c'est qu'il serait très proche du pouvoir et on n'a pas d'éléments trop tangibles, si ce n'est l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure. On l'a vu se prononcer sur un certain nombre de dossiers devant la justice. On a eu l'impression, c'est resté impression, mais est-ce qu'il y a des éléments tangibles? Sa proximité d'avec le pouvoir n'est pas un élément léger. C'est aussi un élément juridique, proximité. C'est un élément d'une dangerosité visible. Parce que derrière une rumeur, il y a toujours un brin de vérité. C'est parce que l'on l'a vu. Travaille aussi sur les rumeurs? Oui, non, mais il y a toujours un brin de vérité. Et c'est justement ce brin de vérité qui fait qu'on prend la rigueur, on prend la rigueur en valeur absolue et on l'apprécie. Alors prenons les deux hypothèses. La Cour qui ne donne pas une suite favorable. Elle donnera une suite favorable. Ah ben. Elle donnera une suite favorable. Vous ne voulez pas apprécier les deux hypothèses? Je ne veux pas apprécier les deux. Ok, allez-y. Elle ne peut que donner une suite favorable. On fera le point en son temps. Oui, elle ne peut que donner une suite favorable. Et ce qui se passe, et ce que dit mon vis-à-vis me fait peur, dans la mesure où tout porte à croire que nous ne sommes plus dans un procès juridique. Et lorsque la politique s'empare du procès, et le droit s'estompe, disparaît, et sort par la fenêtre, comme il a si bien dit dans sa tribune. Et c'est triste, puisque nous ne sommes pas en présence d'une personnalité qui a des élans à la fuite. Monsieur Laurent Métoignon, nous l'avons vu sur ce plateau. Je n'ai pas été gentil avec lui le premier jour, mais on ne peut pas ouvrir un homme comme un ouvrage. Mais franchement, pour 2 500 000 francs avec une histoire de champagne, qu'on fasse 6 ans de tapage, cela veut dire que c'est planifié. Et comme je l'ai dit, dans ce schéma de lutte contre la corruption, nous n'y sommes pas du tout. Ce n'est pas une lutte contre la corruption, c'est une lutte contre les opposants au régime et de la rupture. Et c'est désolant. 2 500 000 francs avec une bouteille de champagne, c'est ce qu'il faut. Et c'est pour ça on le fait passer tout ce temps en prison déjà. On veut le réduire à banaliser une infraction. Même qu'il vole un œuf, ça, il y a sa sentence et on doit subir les rigueurs de la loi, même si c'est un œuf qui a été volé. Et si, donc on dit 2 500 000. Vous savez ce que c'est pour le contribuable? Pour un PCA, pour un président du conseil d'administration. Bon, c'est pour dire, est-ce que le débat doit se faire autour du montant? Non, le débat ne peut pas se faire autour du montant, mais le débat doit se faire sur au moins la moralité de la personne. Et le débat doit reposer également sur la violence des faits. Parce que c'est suite aux faits que le droit est dit. Et quand les faits ne sont pas avérés, on ne peut pas garder quelqu'un dans les liens de la justice pendant tout ce temps. Maintenant, il est en train de payer déjà pour son opposition au régime. Au final, il sera relâché, il sera acquitté. Vous le verrez bien. Mais c'est une stratégie
pour le tuer psychologiquement. C'est une stratégie pour l'affaiblir psychologiquement. C'est une stratégie pour le réduire à cuillère. Mais ils ne vont pas y parvenir parce que nous parlons d'un communiste et cela ne recule devant rien. Il fêtera en prison, certes, mais sa fête sera belle. Il fêtera d'une manière exceptionnelle parce qu'il se fera entourer. Et je vous ai dit... En prison, il se fera entourer... Il se fera entourer. Mais il a droit aux visiteurs, oui ou non? Et le jour de l'an, c'est un jour exceptionnel. Je ne pense pas que les prisonniers font comme toi et moi. Et je ne pense pas que maintenant soit gardé dans les lieux de la justice comme un citoyen lambda. Marcel Zoumenou, par rapport à cet recours, vous l'appréciez exactement comme il est ou vous pensez qu'on pourrait assister à deux schémas? Oui, et je le disais tout à l'heure, selon moi, les deux schémas sont possibles. Et parce que si la Cour dit, je n'ai pas des éléments matériels qui m'attestent que ce juge peut être récusé. Et je crois qu'il y a des articles du Code de procédure pénale qui disent dans quelles conditions on peut récuser un juge. On parle de lien de parenté, il y a plein d'articles, d'alinéas qui concernent cela. Si la Cour dit je n'ai pas assez d'éléments pour attester de la proximité de ce juge avec le pouvoir, la Cour peut dire je le laisse continuer et donc la Cour le laisse continuer le procès. Dans l'autre cas, si la Cour dit j'ai d'éléments parce que compte tenu de ça, j'ai d'éléments pour dire que ce juge ne peut pas connaître de cette affaire parce qu'il est effectivement trop proche du pouvoir. Et dans les deux cas de figure, et comme je le disais tout à l'heure, on risque d'avoir un procès qui va durer, qui ira au-delà du 30, oui, qui ira au-delà du 30 janvier. Et donc, voilà, c'est les deux hypothèses que moi je vois. Mais il faut reconnaître que, comme je le disais tout à l'heure, si la Cour devait laisser le juge Azo continuer cette décision, ça serait un précédent grave parce que s'il rendait une décision qui est une décision favorable au pouvoir, eh bien bon, le procès risque d'aller plus loin. Je suis sûr que la défense va faire appel et ainsi de suite. On peut aller dans un truc là, dans un procès très long. Alors, on peut aller dans un procès très long et ça, c'est la scène même dans l'enceinte du tribunal. Mais tout autour, il y a eu des soutiens venus d'un peu partout, du front dont il est le maître d'orchestre, Laurent Meintognon, mais aussi des membres du Parti communiste et autres admirateurs et sympathisants du grand ensemble. Dans la foulée, la police a dû intervenir. Vous avez suivi un peu la scène, il est Kofidja. Il y a eu des arrestations, mais il y a eu également des blessés. Avant de vous laisser la parole, je vais retourner vers Marcel. La Nouvelle Tribune précise ici qu'on a pu enregistrer 7 personnes derrière les barreaux. Marcel, comment ça s'est passé? Oui, bon, pour ce qu'on a appris, bon, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé hier. Et d'abord, il y a eu des mouvements d'humeur de ceux qui sont venus des soutiens de Meintognon qui, quand ils ont appris que le procès reporté au 30, n'étaient pas contents et se sont manifestés de diverses manières, soit en jetant des pierres, soit en faisant du bruit. Et donc, la police est venue et selon les informations qu'on a apprises, c'est le préfet qui est venu pour donner l'ordre à la police d'arrêter la pagaille. D'arrêter la pagaille. Donc, c'est là que la police a fait usage des gaz lacrymogènes et ils ont utilisé aussi le canon à eau pour disperser les populations. Et on a appris que 7 personnes ont été arrêtées, dont André Assé, qu'on connaît, qui est ancien président de l'UNSEB et très proche des communistes, qui est communiste d'ailleurs, qui est très proche d'eux. Et à sa suite, d'autres personnes ont été arrêtées, dont 2 jeunes qui sont des éléments de l'UNSEB. Mais curieusement, eux, ils ont été arrêtés, ils seraient arrêtés au commissariat central quand ils sont allés rendre visite à André Assé et leur ami. Donc voilà un peu la situation. Moi, il faut déplorer le fait que les populations, voulant manifester leur mécontentement, ont dû faire chose là. Mais c'est pas nouveau. Et quand on dit cela, et quand j'écoute la version des gens proches du pouvoir, on dit ah, ils ont été soulevés, chose là. Non, moi je dis ça s'est toujours passé comme ça. Moi j'étais au commissariat central le jour où Patrice Talon a été gardé au commissariat central. Quand
Et il a été dit qu'il passerait la nuit. Il y a eu des mouvements de foule devant le commissariat central. J'étais là. Et la police, c'était Rondeyo qui était le commissaire central, a dû disperser les gens avec du gaz lacrymogène. Ça a été comme ça tout le temps. Et je me rappelle très bien des années avant cela, quand un 24 décembre 2009 ou 2010, si je ne me trompe pas, le procureur a demandé de mettre sous mandat de dépôt un certain Simon Pierre Dovel-Landé. C'était la même situation qu'on a observée au tribunal ce jour-là. En ce moment, le tribunal était à l'espace Dina ici. Et donc, nous sommes habitués à ce genre de choses. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas que ceux qui sont venus sont faussement manipulés ou bien quelqu'un est resté derrière. Donc, c'est des mouvements de solidarité. C'est une manière de solidarité. C'est vrai qu'il faut déplorer le fait que certains ont lancé des pierres, mais ce n'est pas nouveau. Et donc... Ce n'est pas nouveau, mais ce qui s'est passé, c'était vraiment évitable, Marcel? Non, ce n'est pas évitable parce que les gens sont, pour la plupart de ceux qui étaient là, ils s'attendaient à ce que la décision soit rendue hier. Et donc, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Et donc, les gens ont voulu manifester leur mécontentement. C'est vrai que la police est dans son droit de calmer les gens, de dissuader des choses, mais était-il opportun d'utiliser la force à ce niveau-là, usage de canons à eau, de tout ça? Bon, ouais, mais je ne sais pas. Vous interrogez, oui, le juriste pourra nous éclairer. Le préfet a dû intervenir parce qu'il y avait trouble à l'ordre public, a-t-il dit. Et en tant qu'autorité, force doit rester à la loi. C'est ce qu'il a essayé de rappeler aux citoyens qui, je crois, à moins que vous me démentirez, si je le trompe, ont fait usage de jets de pierre face à la force publique. Je ne voudrais pas présenter le préfet comme étant un diable avec des condamnations, mais ça y ressemble, parce que lui, il voit trouble à l'ordre public là où le droit ne le définit pas, le trouble à l'ordre public. Et il veut une tranquillité, ou il veut une sécurité, et en présence d'une situation tout à fait qui résulte d'une colère inopinée, pas du tout prévue. Donc, le préfet aurait voulu que, comme la décision du juge de reporter le procès ne plaît pas aux sympathisants, que les sympathisants rédigent une demande de marché et viennent le lui déposer. Et après viendront le temps que cette situation aurait pu être apaisée par les uns et les autres. Non. La réaction des sympathisants, la réaction des amis, la réaction des membres qui soutiennent Laurent Métoyon, c'est une réaction normale. Et comme ça a été le cas lorsque l'actuel président de la République avait été retenu dans les lignes du commissariat central, les sympathisants se sont toujours prononcés et la police a toujours agi ainsi. Mais aller jusqu'à les jets de pierre, s'ils avaient plus que pierre, ils allaient lancer. Mais est-ce qu'il faut encourager ces comportements? Il est confidentiel. Je n'encourage pas ces consentements, mais je n'encourage pas ces comportements, mais l'action appelle la réaction. L'action, c'est où? L'action vient de l'État, qui, au lieu de décourager déjà le juge à ne pas tenir tête à la demande des accusés, a voulu coûte que coûte se prononcer. L'État doit faire ce que vous dites là. Oui, la Cour... Ce serait un cas d'émission, non? Non, le juge n'aurait pas... Vous savez quoi? Vous savez, apprenons un peu à faire preuve d'humilité. Parce que vous et moi n'avons jamais vu quelqu'un au crépuscule de sa vie ou après, et lorsqu'il est dans le schéma ou dans le couloir de la mort, commander un cercueil et demander au menuisier de confectionner un tiroir dans lequel il pourra ranger tous ses avoirs. On n'en a jamais vu. Je ne vois pas pourquoi cette allégorie. Oui, pourquoi? Oui, cette allégorie m'amène à dire qu'un peu d'humilité aurait pu nous permettre, de la part du juge, aurait pu nous permettre d'assister à ce à quoi on assistait. Donc, le premier responsable de ce mécontentement exprimé par la foule hier, c'est l'entêtement du juge à conduire ce dossier-là.
C'est ça, nul n'est méchant volontairement. Il faut savoir situer les responsabilités. C'est l'entêtement du juge à conduire ce dossier-là. Nul n'est méchant volontairement. Si le juge n'était pas entêté et que c'est un autre qui était venu conduire le dossier et que, bon, la décision était défavorable à Météorion, bon, on va accepter. Certes, on sera fâché, mais on va accepter comme c'est le cas. Mais le trouble à l'ordre public, ce que lui qualifie de trouble à l'ordre public, en réalité, n'est rien d'autre que l'expression d'un mécontentement inopiné d'un certain nombre de peuples. Donc l'autorité aurait pu gérer autrement. L'autorité aurait pu gérer ça de façon pacifique au lieu de rester là. Cette scène a été, mesdames et messieurs, suivie d'interpellations. Injonction aurait été faite au président du PLP de se présenter séance tenante au bureau du préfet. Et cela a été par la suite des échanges très houleux entre les deux personnalités pour les qualifier ainsi. Vous avez suivi aussi cette scène? Non. Non, j'avoue que j'étais pas sur place, mais on avait des journalistes sur place et on a eu les échos de cette interpellation entre le président du parti PLP, Léon Sombayi, et le préfet, qui par ailleurs sont co-religionnaires, sont membres de la même confession religieuse, selon les déclarations du président du PLP. Mais je trouve surprenant qu'un préfet puisse demander à un citoyen: je te convoque dans mon bureau. À quel titre il le fait? Jusque-là, je ne sais pas s'il a dans notre droit positif des textes de loi qui autorisent un préfet à le faire. En tout cas, moi, c'est le jour où il me fait. Diaba va te rassurer tout à l'heure par rapport à l'existence de ce texte. Continue, oui. J'ai dit, si moi il me fait, je porte plainte pour harcèlement et pour menace. Je le porte plainte en même temps. Parce qu'il n'y a pas de... vous pensez que s'il s'agissait d'un cas d'harcèlement, là? Oui, c'est cela. Il n'a pas fait chose là. Déjà que les gens disent qu'il est le responsable, c'est lui qui aurait demandé à la police de gazer, de tirer. Bon, les mots sont forts. Quand on écoute Kokou Zono, il a dit qu'il a même demandé de tirer sur les gens. Moi, je ne sais pas, là, c'est les propos de Kokou Zono. Donc, à partir du moment où il est dans une posture de provocation, parce qu'on a vu plusieurs fois des mouvements similaires, mais on n'a jamais vu des préfets venir sur place. Et donc, pour réglementer, il n'était pas obligé pour lui d'être là. Il donne des ordres aux policiers de calmer les gens. Évidemment, le fait que les gens brûlent les pneus sur la voie, lancent des jets de pierre, c'est pas bien. Mais on n'avait pas besoin de préfet. Les policiers n'avaient pas besoin d'un préfet avant de prendre leurs responsabilités. On a quand même une police qui a fait... Le préfet n'était-il pas dans son bon droit lorsqu'il interpelle un citoyen et qu'il juge aussi dans l'arbitraire dans ses agissements? Non, je crois que le préfet devrait revoir copie de ses attributions. Parce que là, il se prend pour, entre griffes, le président de la ville de Cotonou, alors qu'il n'a pas qualité pour présider une ville. Il n'a qu'à... La ville de Cotonou a un président? Oui, mais il se comporte comme si il en était un. Et c'est dommage. Et vous voyez, c'est le danger lorsque vous nommez des gens qui... de pas leur passé ont quelque chose à justifier. Donc vous ne trouvez aucune situation atténuante ni un élément accompagnant l'acte du préfet? Rien ne justifie sa présence. Pas d'élément motivant? Il n'y a même pas un minimum d'éléments motivants. Rien dans le droit positif en sa faveur? À part le matu, vu qu'il le caractérise, rien ne peut... il est le seul préfet au Bénin. Les autres n'en sont pas autant. J'en connais même qui sont plus qualifiés que lui. Il utilise les pouvoirs que les tests lui ont conférés. L'autre l'utilise à minima. La parcelle de pouvoir que la loi lui accorde, et il n'a qu'à l'utiliser de façon efficace et efficiente. Et il n'a qu'à savoir que la violence appelle la violence. Donc sur l'interpellation, vous n'êtes pas d'avis non plus? Je ne suis pas du tout d'avis. Et lorsqu'il dit de gazer les gens ou de jeter de l'eau chaude sur le corps des humains comme lui, mais c'est dangereux. Normalement, ce préfet devrait être interpellé par le procureur de la République. Parce que c'est lui qui abuse du droit. Il parle de la bonne foi du chef de l'État. Quelle bonne foi? S'il y avait un virus pour détecter la mauvaise foi chez les gens, on verrait que si lui est de bonne foi, il devait être interpellé par le procureur de la République, être encadré, recasé, passer un séjour aussi court soit-il. Pourquoi? Pour ne plus confondre ses attributions au rôle à lui assigné par la loi. C'est dangereux que celui-là continue d'agir ainsi, parce que je vous ai dit, vous avez vu la réaction du peuple. Vous avez vu le soutien accordé à Météorion. Ce soutien va s'élargir. Ça va prendre du volume au fur et à mesure que le procès va évoluer. Ceux qui étaient aux côtés de Météorion incarnent le peuple? Ceux qui étaient aux côtés de Météorion incarnent une partie du peuple disposé pour ce jour.
Ceux qui sont indisposés, qui viendront s'ajouter au fur et à mesure qu'on va traîner avec cette histoire planifiée de façon politiquement ou de façon politiquement correcte là ou incorrecte, quand le volume, ça va prendre du volume, ils ne pourront plus contenir. Parce que on a affaire à un peuple affamé, meurtri. Et on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Quand ils vont vraiment vouloir exprimer le non fait, parce qu'il n'y a pas fait pour ces gens-là. Je n'aime pas le riz, je n'aime pas le poulet, je n'aime pas l'huile pour fêter. Et je peux extérioriser ma colère à travers une situation et être heureux d'avoir gagné quelque chose. C'est ça qui risque d'arriver. Et s'ils n'y prennent garde, je pense que ce cocktail politique risque de les exploiter. À l'issue de tous ces incidents, chers invités, le Front pour le sursaut patriotique a donné de la voix. C'était à la faveur d'une conférence de presse avec la complicité de la régie. Nous allons vous faire écouter la substance, mettons, de cette déclaration. Nos clients, les Métoyons Laurent et ses compagnons, ayant écrit pour demander au juge de se déporter conformément aux droits que leur confère la Constitution, dans le cadre de la mise en œuvre des droits de la défense, à leur grande surprise, ils ont constaté que le juge, à qui ils ont demandé très respectueusement de se déporter, c'est lui qui voulait prendre l'audience et les juger. Sur ce fait, ils ont rappelé qu'ils lui ont écrit et qu'une suite n'a été donnée à leur demande. Et sur cette base, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parler. Bien, le juge est passé outre et a pris l'audience. C'est là où ils ont déposé par le ministère de leurs avocats que nous sommes un recours en inconstitutionnalité. Le juge a reçu ce recours-là et a suspendu l'audience. Mais en attendant que la Cour constitutionnelle puisse statuer, il a renvoyé. Maintenant, le renvoi a été fait au 30 janvier 2018. Ils veulent tuer l'espoir. Ils veulent tuer l'espoir. Ils veulent tuer votre volonté de vous battre pour le pays, pour les libertés, pour l'indépendance, pour le développement de notre pays. C'est ça qu'ils veulent tuer en arrêtant Laurent Métoyon. C'est ça qu'ils veulent tuer. Et vous leur avez montré aujourd'hui en venant nombreux qu'ils n'arriveront pas à tuer cet espoir, ils n'arriveront pas à tuer l'espoir de la jeunesse et la détermination de la jeunesse à ce que ce pays-là se construise bien. Ce qui vient de se passer est très clair. Ça montre que la détention de Laurent Métoyon et de l'Est, c'est une détention politique. Vous l'avez suivi, nous avons là l'intervention de l'un des avocats de Laurent Métoyon, suivi du porte-parole du Front. Je vais demander plutôt votre réaction au sujet de l'intervention du porte-parole du Front. Vous l'avez suivi, il parle de la volonté, l'espoir de la jeunesse et qu'on s'activerait à étouffer, éteindre, et ce qui pour lui est irréalisable. Oui, tout à fait. Et je crois que ce soit pour les gens du pouvoir et que pour les autres, la surprise hier, c'est le nombre de personnes mobilisées. Moi, je vous dis personnellement, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. Et c'est à cela que le gouvernement doit faire attention. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ceux qui sont venus manifester hier, peut-être la moitié qui est dans cette salle, à la bourse Chauda et au palais de justice, ils étaient plus nombreux. Et donc, c'est d'abord des gens qui sont jeunes. Et donc,
sous la coupole de libérer Laurent Métoyon, c'est tous les frustrés de la République qui s'ajoutent. Tous ceux qui perdent leur boulot à Glo, tous ceux qui ont perdu leur boulot à la Sonapra, un peu dans la société, c'est tous ceux-là qui sont des frustrés. Et donc, ils peuvent profiter simplement de ça pour venir manifester. Donc, moi, je demande au gouvernement de faire très attention parce que quand vous créez beaucoup de frustrés et vous gérez des dossiers du genre de cette manière, mais vous n'êtes pas loin des situations non contrôlées et incontrôlables. Et je crois que ce qui s'est passé à Ouaga, où des jeunes ont pris la responsabilité sur eux de chasser un président qui était au pouvoir depuis près de 30 ans, ça dépasse même ceux qui ont organisé la marche ce jour-là. Et donc, quand le peuple se lève, quand la jeunesse se lève, aucun pouvoir, aucune force armée ne peut arrêter ça. Et je voudrais que nos dirigeants tiennent compte de ces choses, tiennent compte de la politique antisociale qu'ils sont en train de faire et des conséquences que ça peut avoir. Et donc, quand nous voyons de plus en plus de gens venir au palais de la justice pour manifester, ce n'est pas seulement pour Météo, c'est les autres frustrés qui cherchent forcément un alibi pour venir décharger leur colère sur les pouvoirs publics. Et c'est ce qu'on a observé hier, parce que moi, personnellement, j'ai été surpris. Vous avez été surpris, oui. Et la Kofidia, à l'intervention de Jean Kokou Zounon, attire votre attention sur combien de faits. Lui, il a fait allusion aux 3 parallélismes dans l'intervention. Non, le gouvernement cherche à étouffer les opposants à son régime, alors qu'il nous a promis la liberté d'expression et la liberté d'aller et venir. Et comme le dit si bien mon vis-à-vis, lorsque vous vous entêtez dans un schéma de réduire au silence ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, alors qu'une démocratie positive repose sur opposants et mouvanciers, et il va de ce que ceux qui soutiennent les opposants, le peuple frustré, le peuple révolté, puisse s'exprimer. Et là, ce n'est qu'une première partie. La deuxième partie, c'est pour le 30 janvier. Les fêtes seront déjà passées, les gens auront déjà du temps et le nombre là risque d'être le double, le triple. Et ce que le gouvernement ne va pas venir, c'est il fait tout pour que ces faits et gestes amènent même ceux qui hier l'ont soutenu à se défaire de ce qu'il fait aujourd'hui et à aller moi je suis un pro talent. Mais vous avez vu là où je suis. Pourquoi on trouve il est Kofidia en toute objectivité. Pourquoi veut-on voir le chef de l'État partout dans tous les dossiers qui se posent à la République? Non, mais il y a un winkouloum entre le juridique et le politique. Il y a un lien entre le juridique et le politique. Et il y a un certain nombre de décisions que vous ne pouvez pas prendre. Que sans avoir l'approbation ou sans avoir l'accord du chef de l'État. Et il y a un certain nombre d'agissements ou de propos que vous ne pouvez pas tenir si vous n'avez pas pour ambition première de plaire ou d'attirer l'attention du chef de l'État sur vous. C'est ce que fait le préfet. Et lui, et comme un peu, vous avez vu le président de PLP. PLP et les communistes, c'était pas l'entente bon matin. Mais aujourd'hui, la situation de maintenant renvoie à cette force. D'autres viendront s'ajouter. Des individus indépendants comme moi sont prêts pour le 30. Parce que le 30, je n'ai pas d'activité, je mettrai mon jean, je serai là, et on fera ce qu'on va faire. Écoutez, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis très sérieux. Ce que vous dites, oui, bon, vous n'allez pas prendre ce plateau pour dire ce que vous dites là, parce que le préfet l'a dit, il s'agit de décision de justice, il faut laisser les juges faire leur travail, il ne faut pas venir obstruer le passage. Merci de me parler de décision de justice. Et au nom de cette décision de justice, le juge qui a reçu la demande de récusation des prévenus des accusés aurait pu se comporter comme un homme de droit et ne pas vouloir forcer la baraque coûte que coûte. Pourquoi s'intéresse-t-il si tant à ce dossier? Est-il le seul juge de la République? Est-il le seul à disposer de l'étoffe ou d'un profil adéquat pour dire le droit sur la situation des cas Métoyon et consorts? Non. Pourquoi à chaque fois vous doigtez les mécontents et non ceux qui provoquent ces mécontentements? L'action appelle la réaction. Si ceux qui représentent le ministère public, le parquet, et si les juges décident aujourd'hui de rendre la vie difficile à Laurent Métoyon et consorts, le peuple soutenant Métoyon ne va pas leur permettre de dormir. Nous sommes tous, mais sauf un peuple de résignés. Oui, les Béninois sont tous sauf un peuple de résignés. Du thème qui nous réunit aujourd'hui, report de procès CNSS, le sort de Métoyon et ses co-accusés définitivement scellé, si vous devez y répondre? Non, pas du tout. Pas du tout scellé. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
le gouvernement, par le biais de certaines certains pouvoirs d'influence qu'il a sur la justice, permet aujourd'hui de conduire le procès tel que nous le voyons. Sinon, c'est un procès qui devait être fini depuis. On devait finir. Mettons, on devait être à la maison parce que jusque-là, j'ai entendu le procureur faire 1 ou 2 conférences de presse, mais il n'a jamais dit la preuve qui culpabilise. Maintenant, c'est ce que nous voulons depuis. Puisqu'on a parlé de 2 500 000. Et on a dit quelqu'un a remis et la personne a refusé de façon constante qu'il n'a jamais reçu de tel montant. Et donc, si on nous donne les preuves qu'il est coupable, il faut le juger et on en finisse. Mais depuis, on bavade, on n'a jamais entendu, on n'a jamais appris qu'il y a des preuves qui le culpabilisent. L'issue de ce dossier? L'issue, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il sera relâché parce que je suis confiant, je suis sûr que c'est un dossier politique, il sera relâché. La seule chose que le gouvernement peut faire par le biais de ses pouvoirs d'influence sur la justice, par le biais de certains juges de siège qui se comportent comme des juges du parquet, la seule chose qu'il peut faire, c'est de ralentir la décision, de garder Laurent Métonyon en prison pendant un temps donné pour l'abattre psychologiquement et pour affaiblir beaucoup plus cela. Et c'est ça que nous ne voyons pas, la lutte que le FSPC est en train de mener depuis quelques mois. Et donc c'est ça, je crois que au finish, en février peut-être, Laurent Métonyon sera relâché. En février, oui, l'issue de ce procès, comment vous l'entrevoyez? Non, le maintien de Laurent Métonyon en détention ne fera que faire grossir le nombre de sympathisants de PLP et du camp Métonyon, parce que le droit n'est pas dit, c'est plutôt la politique qui vient s'installer et les reptilisations nocturnes attachées à cette volonté de faire mal à Métonyon ne va pas leur servir et il faudrait que nous décourageons cela. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, des hommes épris de justice comme moi sont disposés à continuer la lutte ou à accompagner la lutte. Et s'il y a lieu, puisqu'ils nous ont donné le temps de nous mettre en ordre de bataille, on a 1 mois, ils verront que le nombre qui sera présent là devant la maison de justice sera un nombre immémorial. Et donc, même pour l'histoire, sachons raison garder que lorsque la situation doit rester, et la situation, elle est telle comme ça se présente, que le droit l'emporte et non les agissements politiques. Ça reste un appel. Merci à vous. Il est Kofidia. Merci Marcel Zoumenou. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission 100% Bénin et pour vous accompagner progressivement dans la nouvelle année sur des notes d'espérance parce qu'il le faut. Cette citation de l'écrivain et philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel, je le cite: au lieu de bouder la vie, il faut réagir pour effacer l'irritation permanente et triompher des obstacles. Courage en permanence, car du triomphe des obstacles, l'homme se bâtit. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité. À demain.